Bonjour à tous, nous sommes le samedi 29 avril 2023 et on démarre ce flash d'information avec les activités du chef du gouvernement. Vendredi, Patrick Hachi a procédé à Abidjan à l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales. Une signature groupée et financée à hauteur de 11,7 milliards de francs CFA par le CDD. Le Premier ministre a aussi échangé avec une délégation du groupe américain Hershey, spécialisé dans l'agro-industrie. L'entreprise a signé avec la Côte d'Ivoire une convention à 3 volets, à plus de 25 milliards de francs CFA pour un financement dans la cacaoculture. Un reportage de Franck Quadio. Signature regroupée des marchés des collèges de proximité sous le regard du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, dont le pays, dans le cadre du CDD, finance la construction de 37 collèges de proximité. Les ministres de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et du budget, Moussa Sanogo paraphe la convention sur l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales, dont Divo, Korogo et Sassandra. Coût total, 11,7 milliards de francs CFA financés par le contrat de désendettement et de développement CDD, qui a déjà contribué à la construction de 116 écoles et 83 collèges depuis 2013. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son Premier ministre, salue cette coopération agissante de la France en Côte d'Ivoire. Nous n'avons tout simplement, comme je le dis, pas le droit, donc ni à l'erreur, ni au retard, ni à la retraite. J'ai d'ailleurs demandé à Mme la coordinatrice du secrétaire technique du CDD de m'informer directement de l'état d'avancement des travaux. Mesdames et messieurs, au début du mois de mai, les 43 collèges de proximité livrés en début d'année sur financement du CDD feront l'objet d'inauguration au 4e pays. Le Premier ministre Patrick Hachi a dans la foulée rencontré une délégation de l'entreprise américaine Hershey spécialisée dans l'agro-industrie. Les remercier pour également avoir pris le temps d'aller sur le terrain à Divo, vivre eux-mêmes, je dirais, toucher du doigt la réalité de ce que vivent les fermiers, la réalité de l'environnement et l'écosystème du cacao ivoirien. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que cela facilite par la suite les discussions que nous avons, en particulier sur la durabilité de la chaîne de valeur qui est extrêmement importante. Cette entreprise est présente en Côte d'Ivoire pour participer au développement de la cacaoculture. Elle investit dans le pays à plusieurs niveaux et ses échanges avec le chef du gouvernement sont jugés fructueux. Nous avons lancé 3 initiatives. Il s'agit d'une initiative qui vise à améliorer les revenus des producteurs de cacao. C'est une initiative d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Donc on a eu le grand plaisir, l'honneur de venir ici d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à propos de ces initiatives, d'avoir ses encouragements et ses félicitations. Et il faut dire qu'on est très content que ces initiatives sont bien en phase avec la stratégie nationale de cacao durable, en phase avec ses piliers sur l'environnement, l'économie. Point d'orgue, une signature de convention entre l'entreprise américaine et le Conseil Café Cacao. Le Premier ministre Patrick Hachi avait à ses côtés le représentant du ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. On s'intéresse maintenant aux activités de pré-saison dans la lutte contre la saison des pluies, contre les inondations qui ont été lancées à Abidjan. Cette année, saison de pluie, 0 victime, c'est possible, c'est le slogan de la campagne. Le lancement a été fait vendredi par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana était entouré de plusieurs membres du gouvernement. Le compte-rendu de Grace Kando. Campagne de sensibilisation, déguerpissement des populations vivant dans les zones à risque, sécurisation des sites, curage des caniveaux et ouvrages obstrués et ensablés. Ce sont autant d'actions qui seront menées dans le cadre des activités de pré-saison pour mieux prévenir les inondations. La réussite de l'opération préoccupe le gouvernement, d'où la présence de près d'une dizaine de ses membres au lancement des activités de prévention des dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Les saisons de pluie sont devenues le théâtre des désolations ces dernières années, en particulier dans le Grand Abidjan,
mais l'intérieur du pays est également exposé. Face à cette situation et à cette exposition des populations au risque d'inondation et de glissement des terrains, le gouvernement a la responsabilité de protéger les populations. Pour une saison de pluie sans victimes, il faut convaincre nos compatriotes installés dans les zones à risque de partir avant les grandes pluies prévues en juin, juillet et août. L'activité préventive de ce jour se déroule avec la pleine adhésion des maires qui ont décidé de planifier eux-mêmes des actions préventives. Mais au-delà de l'implication des maires, nous rappelons à tous que chacun a un rôle à jouer. C'est ensemble que nous devons agir pour arrêter le chaos. La réussite de l'opération passe par l'implication de tous. C'est pourquoi le ministre Bagondo Diomandé invite les chefs de communauté à s'investir dans cette action. L'importance de cet événement réside pour M. le Premier ministre dans 3 grands volets. Il s'agit de préserver des vies. Il s'agit aussi de garantir la sécurité. Et enfin, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Encore une fois, ces 3 éléments réunis résument à eux seuls l'importance de la rencontre. Depuis une dizaine d'années, d'importants ouvrages d'assainissement sont réalisés par le gouvernement, notamment dans la ville d'Abidjan, pour préserver la vie des populations contre les menaces liées aux inondations, aux éboulements et au glissement de terrain. Un mot de santé maintenant avec l'ouverture à Bingerville des premières journées scientifiques de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara. Ces journées visent à promouvoir les recherches faites par le corps médical de la structure sanitaire. Plusieurs médecins spécialistes du couple Mère-Enfant des pays de la sous-région ouest-africaine y participent. Sephora Zegui, Khalil Diomandé. 5 ans après sa mise en service, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville lance ses premières journées scientifiques. Elles réunissent une 50aine de médecins spécialistes du couple Mère-Enfant. Au dire des initiateurs, ce rendez-vous se veut une lucarne pour présenter les recherches menées par le personnel soignant. 5 ans après, on s'est dit qu'il est bon que maintenant l'hôpital Mère-Enfant fasse connaître ce qu'on fait en matière de recherche. Aujourd'hui, pour ne pas ouvrir le corps humain pour faire certaines choses, avec l'imagerie, on fait ce qu'on appelle l'imagerie interventionnelle. Ça permet de voir juste ce qu'il y a, et puis avec juste une caméra, on va traiter un patient, par exemple. Donc c'est de tout ça que nous allons parler. C'est des journées du donner et du recevoir. Moi, je vais faire une conférence sur les innovations technologiques en anesthésie pédiatrique. Le professeur Sylvia Da Silva Anoma, directrice médicale et scientifique de l'hôpital Mère-Enfant, ouvre le ballet des conférences. Sa communication est faite autour du thème « L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, hier, aujourd'hui et demain ». En portant cet hôpital sur les fonds baptismaux en 2018, l'objectif de la première dame Dominique Ouattara était de contribuer à réduire considérablement le nombre de mortalités infantiles et maternelles. Aujourd'hui, le pari est en passe d'être gagné puisque l'indicateur de mortalité maternelle est passé de 614 décès en 2011 à 385 décès pour 100 000 naissances en 2022. C'est une avancée considérable, donc on ne va pas rester statique en disant on a de très bons résultats et puis non, la médecine évolue aujourd'hui à une allure extraordinaire et donc nous, on va suivre le développement de la médecine. Pendant 2 jours, les spécialistes présents plancheront sur plusieurs thématiques, notamment la prise en charge des grands prématurés et les enjeux liés à la santé du couple mère-enfant en 2023. À la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente depuis plus d'1 an, Marcel Amontano s'attelle à redynamiser l'institution. Plaidoyer dans les institutions internationales, signature de mémorandum. Tout est mis en œuvre pour redonner au Conseil de l'Entente son prestige d'antan. Dernière initiative en date, la relance du projet de la boucle ferroviaire de l'espace Entente. Un partenariat vient d'être signé à cet effet avec une entreprise chinoise à Pékin. Les explications de Michel Digré.
Nous sommes à Pékin, en Chine. Marcela Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président directeur général d'une entreprise chinoise, signent un mémorandum d'entente. Il porte sur des études de faisabilité du projet ferroviaire de la boucle entente. On a bien discuté pendant des heures avec la délégation sur la construction, l'étude de faisabilité et l'exploitation du projet de la boucle de ferroviaire. Nous nous engageons à bien travailler main dans la main pour la réalisation du projet de boucle de ferroviaire. Je me réjouis de cette première étape qui matérialise le début du projet de la boucle ferroviaire entente, qui est un projet très important pour nos pays et auquel nos chefs d'État accordent une attention toute particulière. Je pense que ce projet va permettre d'améliorer la fluidité de circulation des personnes et des biens entre les 5 pays du Conseil de l'Entente et pourquoi pas impacter une meilleure fluidité de circulation entre les 15 pays de la CEDEAO. Le choix porté sur l'entreprise chinoise est motivé par son expertise dans la construction de chemins de fer, dont ceux d'Abuja-Kaduna, Tanzanie-Zambie et Éthiopie-Djibouti. Après la réunion avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire général du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération Sino-Afrique. L'objectif étant de voir la possibilité d'inscrire le projet de la boucle ferroviaire sur la liste des 10 projets d'interconnexion à réaliser. En Côte d'Ivoire, plusieurs réceptifs hôteliers devront abriter la CAN 2024 seront prêts avant l'ouverture de la compétition. C'est la conclusion d'une visite de terrain menée par le ministre du Tourisme sur les différents chantiers. À Yamoussoukro, par exemple, Siandou Fofana a pu s'imprégner de l'état d'avancement des différents travaux. Le reportage de Kader Sogodogo. Hôtel Président Yamoussoukro. La nuit est tombée lorsque le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, entame sa visite surprise. Cet hôtel a dû être fermé dans le cadre des travaux de réhabilitation. La Côte d'Ivoire abrite dans environ 9 mois la Coupe d'Afrique des Nations de football. La réussite de cette CAN, c'est aussi des réceptifs hôteliers performants. Hôtel Président et HP Resort parlementaire à Yamoussoukro. Les travaux vont bon train. Les segments de ces hôtels sont en réfection. Le lendemain, Boaké avec Ran Hôtel. Visite guidée d'un réceptif qui porte des habits neufs. Hall, salle de réunion, restaurant, bar, piscine, chambre, l'hôtel fait sa mue. Et Siandou Fofana se veut rassurant. Les délais seront tenus. Nous voyons des avancées, cependant il y a quelques réajustements à prendre en compte et à faire. Et nous avons des réunions pour faire ces réajustements et faire en sorte que l'organisation soit en adéquation avec les besoins. Une méthode pour passer à la vitesse supérieure. Nous avons travaillé à définir des créneaux sur lesquels on doit pouvoir porter et à dégager les priorités et faire en sorte qu'il y ait une organisation avec une méthodologie de travail qui permette d'aller dans le sens du respect des délais et faire en sorte que la qualité des travaux ne se trouve pas non plus altérée, mais que ça soit renforcé. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre ivoirienne, le gouvernement, pour la réhabilitation des réceptifs hôteliers, a dégagé des moyens conséquents. Des entreprises outillées en la matière ont été choisies. Dans l'actualité internationale, au Soudan, les affrontements entre les forces armées dirigées par le général Al-Burhan et les paramilitaires du général Hemeti entrent dans leur 3e semaine. Mais à Juba, une médiation a été entreprise par le président Salva Kiir au nom du bloc régional IGAD. Une médiation qui a permis le renouvellement jeudi soir du cessez-le-feu pour 72 heures. Mais vendredi soir, le général Hemeti n'avait toujours pas fait connaître sa réponse à la proposition de médiation du président Salva Kiir.
Et puis l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a reçu officiellement vendredi soir à Nairobi le prix Mo Ibrahim 2021, un prix qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. La cérémonie aurait dû avoir lieu en 2021, mais elle a été décalée en raison de la Covid-19. Mahamadou Issoufou a été récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique du Niger. Dans son discours de remerciement, il s'est dit honoré par le prix et l'a dédié au peuple du Niger. Fin de ce 6h30. Merci de rester sur RTI 1.